Patrick Dupont fut l'étoile la plus éclatante de France, un prodige de la danse qui défiait la gravité et illuminait les plus grandes scènes du monde avant même d'avoir le droit de vote. À 21 ans, il était une star incontestée. À 31 ans, directeur du ballet de l'Opéra de Paris. Mais derrière les ovations, Patrick Dupont s'est désintégré, licencié dans la disgrâce, brisé dans un accident de voiture avec 134 fractures, dépendant, oublié. Puis, contre toute attente, il a dansé de nouveau. Et juste au moment où le monde retombait amoureux de lui dans Danse avec les stars, il a disparu. Personne ne savait qu'il était en train de mourir. Quel secret se cachait derrière ce sourire si familier? Comment l'homme qui avait dansé à travers la douleur a-t-il trouvé la force d'affronter la mort en silence? Voici l'histoire d'un éclat, d'une trahison et d'un dernier salut que personne n'a vu venir. Né pour danser, élevé dans la lutte. Les origines d'un feu indomptable. Patrick Dupont voit le jour le 14 mars 1959 dans le 11e arrondissement de Paris, un quartier à mi-chemin entre la rue des Ouvrières et l'ombre des splendeurs haussmanniennes. Ses premières années sont marquées par l'absence. Son père quitte le foyer alors que Patrick n'est encore qu'un bambin, laissant sa mère serveuse dans une brasserie des grands boulevards assumer seul le loyer, les repas, les humeurs d'un garçon nerveux, débordant d'énergie et sans exutoire. Il n'y a ni luxe ni privilège, seulement la survie. Comme Patrick le racontera plus tard, sa mère tente tout pour canaliser son agitation. Football, judo, tentatives sans fin pour le fatiguer. Rien n'y fait. Il est impatient, électrique, indomptable. J'étais incontrôlable, avouera-t-il. J'étais tout feu et sans direction. Un après-midi, tout bascule. En passant devant un studio de danse, il aperçoit un cours en pleine session. Des filles en juste au corps et chignon, glissant, tournoyant. Quelque chose en lui se fissure. Ce fut comme un coup de foudre, dira-t-il. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Je savais juste que c'était pour moi. Sa mère hésite. La danse n'est pas pour les petits garçons dans le Paris des années 60. C'est moqué, mal compris. Pire, cela peut isoler. Mais elle voit la lumière dans ses yeux et l'inscrit à son premier cours. Il faut moins d'une semaine pour que l'instructeur comprenne qu'il ne s'agit pas d'un enfant curieux, mais d'un enfant habité. Peu après, une rencontre décisive redéfinit le parcours de Patrick. Par des connaissances, sa mère est mise en relation avec Max Bosoni, ancien premier danseur de l'Opéra de Paris, réputé pour ses exigences et son regard presque mystique sur le talent. Bosoni observe Patrick une seule fois. Cela suffit. Il avait le feu, la vitesse, la présence, mais surtout la faim, déclara-t-il plus tard. Bosoni, avec le chorégraphe et directeur de l'école de danse Claude Bessy, devient l'un des 2 tuteurs de la métamorphose de Patrick. Ils ne lui apprennent pas seulement à danser, ils forgent son identité. Patrick, en retour, donne tout. Chaque soir, après les cours à l'école de danse de l'Opéra de Paris, il se rend dans le studio privé de Bosoni pour continuer. Il n'a pas de temps pour les fêtes ni les distractions. Son corps devient son instrument, la discipline sa seule langue. En 1969, à seulement 10 ans, Patrick est admis au programme préparatoire de l'école de danse de l'Opéra. Ce fut le début d'une formation intense, totale, qui allait durer des années. Malgré les douleurs et les humiliations, il ne fléchit jamais. Rien ne pouvait se mettre entre la danse et moi, confiera-t-il. Mais son don a un prix. À l'école, il est moqué, ostracisé pour être un garçon danseur, une étiquette qui, même à Paris, lui colle à la peau. On me crachait dessus, on m'insultait, dira-t-il. J'étais seul, mais quand je dansais, je n'avais plus peur. À 16 ans, Patrick entre dans le corps de ballet de l'Opéra national de Paris. La plupart des jeunes danseurs à cet âge se fondent dans la masse, tête basse, pieds précis, invisibles jusqu'à ce qu'on les remarque. Pas Patrick. Il attire délibérément le regard du public. Dans le corps de ballet, je ne plaçais jamais ma tête comme les autres, disait-il avec malice. S'il tournait à gauche, moi j'inclinais à droite. Il fallait qu'on me voie. Ce n'était pas de l'ego, c'était une question de survie. Pour Patrick, l'invisibilité, c'était la mort. La scène n'était pas un lieu pour se fondre. C'était le seul endroit où il pouvait vraiment exister. Cette partie de sa vie est aussi marquée par les sacrifices personnels. Les amis d'enfance s'éloignent, les relations amoureuses sont rares, car la danse exige tout. Il dort peu, mange peu, s'entraîne jusqu'à l'épuisement. Les professeurs le poussent, le corrigent, le brisent pour le reconstruire. Il apprend à ignorer la douleur, à transformer la fatigue en énergie. Les compétitions internes sont féroces, les places limitées. Chaque promotion est une bataille. Patrick excelle. Mais à quel coût? Les premiers signes de blessure apparaissent, chevilles enflées, genoux douloureux, dos tendus. Il les ignore.
La danse est sa religion et il est son propre martyr. Les années passent et son talent s'affine. Il développe une technique impeccable, une expressivité rare. Les professeurs murmurent son nom avec respect. Les camarades le jalousent. Il est différent et il le sait. Il n'est pas là pour plaire, mais pour dominer. En parallèle, il observe les étoiles de l'époque, Nureyev, Baryshnikov. Il étudie leurs vidéos, imite leurs gestes, rêve de les surpasser. La danse classique devient son univers, mais il sent déjà une soif de plus, une envie d'innover, de briser les codes. Bosoni l'encourage. Tu n'es pas fait pour copier, tu es fait pour créer. Cette période forme non seulement son corps, mais son caractère. Il devient résilient, obstiné, parfois arrogant. Il apprend à gérer la critique, à transformer la haine en fioul. Les moqueries de l'école deviennent des anecdotes qu'il racontera plus tard avec humour. Mais au fond, elles laissent des traces. L'isolement forge une armure, mais aussi une vulnérabilité. Il danse pour prouver au monde qu'il existe, qu'il mérite sa place. Et il y arrive, pas à pas, pirouette après pirouette. L'ascension fulgurante vers l'étoile. En 1976, le monde découvre Patrick Dupont lorsqu'il remporte la médaille d'or au prestigieux concours international de ballet de Varna en Bulgarie. Sa prestation stupéfie même les jurés les plus aguerris. Une pirouette de distorsion, un exploit presque mythique, soulève la salle. Patrick ne se contente pas de gagner. Il devient un phénomène international. Les journaux titrent sur ce jeune Français de 17 ans qui défie les lois de la physique. Les invitations affluent, galas, tournées, collaborations. Il danse à New York, Moscou, Londres. À peine 4 ans plus tard, à seulement 21 ans, il est nommé danseur étoile, la plus haute distinction du ballet français, à l'issue d'une représentation de Václav de John Nemeyer. Il danse avec Sylvie Guillem, Monique Loudière, Marie-Claude Pietragala, Noëlla Pontois. Il est le visage d'une nouvelle génération. La France n'avait pas vu une étoile pareille depuis Nureyev. Il collabore avec les plus grands, Béjart, Hellé, Grigorovitch, Roland Petit. Patrick avait quelque chose qu'on n'enseigne pas, déclara un jour Roland Petit. Quand il entrait en scène, on oubliait tous les autres. Sa présence est magnétique, son charisme irrésistible. Sur scène, il continue de briller. Ses solos sont légendaires. Il danse Apollon Musagète avec une grâce divine, le jeune homme et la mort avec une intensité tragique. Le public est en transe. Les billets s'arrachent. Il devient une icône, un symbole de la France culturelle. Les magazines le photographient, les marques le courtisent. Il apparaît à la télévision, donne des interviews. Il est partout. Mais derrière les sourires, les fissures apparaissent. Les blessures s'accumulent. Tendinite, fracture de fatigue, opération. Il danse avec des infiltrations, des antidouleurs. Il ne s'arrête jamais. Sa vie privée est chaotique. Les relations amoureuses sont éphémères, compliquées par son emploi du temps. Il explore sa sexualité, vit des histoires avec des hommes et des femmes. Il ne se pose pas de questions, vit intensément. Mais la solitude le ronge. Être une étoile, c'est être seul au sommet. Les amis sont rares, les confidences inexistantes. Il se confie à la scène, à la musique. La danse est son exutoire, son amour, sa prison. Cette période est aussi marquée par des rencontres décisives. Maurice Béjart le prend sous son aile, lui crée des rôles sur mesure. Alvin Ailey l'invite à New York, lui ouvre les portes du modern dance. Roland Petit devient un mentor, un ami. Ses collaborations enrichissent son art, élargissent ses horizons. Il n'est plus seulement un danseur classique, il est un artiste complet. Il expérimente, fusionne les styles, provoque. Il danse nu dans certaines pièces, choque les conservateurs. Il s'en fiche. L'art doit choquer, émouvoir, vivre. Les années 80 sont son âge d'or. Il est au sommet, intouchable. Les récompenses pleuvent. Prix Benoît de la danse, commande de l'État, tournée mondiale. Il danse à l'opéra, au Bolchoï, au Métropolitan. Il est acclamé partout. Mais le corps commence à craquer. À 30 ans, il a déjà derrière lui plus de blessures qu'un danseur moyen en une carrière. Il ignore les signaux. Continue. La gloire a un prix et le paie cash. Les premières fissures dans l'armure. Derrière les feux de la rampe, Patrick commence à se fissurer. Le garçon qui s'était autrefois battu pour être vu lutte désormais sous le poids d'être constamment observé, scruté, critiqué, contrôlé. À l'intérieur, il est épuisé, anxieux, de plus en plus en décalage avec la machine autour de lui. Contrairement à ses prédécesseurs, Patrick refuse de se plier au code silencieux et étouffant de la hiérarchie et des traditions de l'opéra.
Il ne flatte pas les bonnes personnes. Il ne joue pas à la diplomatie. Il ne se courbe pas devant la politique interne. Il avait le charisme de Nureyev, dira un collègue, mais aucun filtre politique. Patrick croit que le ballet doit évoluer, non pas malgré son héritage, mais à cause de lui. Il prend des risques dans les distributions, défend des chorégraphes contemporains, ouvre la scène à des influences diverses. Il tente d'ouvrir des portes scellées depuis des décennies. Certains le voient comme un visionnaire, d'autres comme une menace. Il s'oppose à l'administration fréquemment, avec passion, parfois avec imprudence. Il rejette la lourdeur bureaucratique qui freine tout. Il veut du mouvement, de l'émotion, du changement. Mais l'Opéra de Paris n'est pas fait pour la révolution. C'est une forteresse de tradition, et les forteresses n'aiment pas les séismes. Je n'étais pas préparé à la solitude, avouera-t-il plus tard. Soudain, je n'étais plus juste un danseur. J'étais celui qui prenait des décisions capables de briser ou de faire des carrières. On perd des gens, on perd des morceaux de soi. La pression est constante, les attentes étouffantes. Bien qu'il continue de se produire sur scène, c'est avec moins de joie, plus de douleur. L'institution qu'il avait élevée depuis l'enfance, qu'il avait couronnée, célébrée, tout donné, est devenue celle qui l'écrase. Le fardeau émotionnel se reflète dans son corps. Blessures chroniques, épuisement, et de plus en plus une dépendance aux médicaments pour tenir. Derrière l'élégance, Patrick souffre. Les nuits sont courtes, les jours interminables. Il gère des conflits internes, des jalousies, des complots. Il doit licencier, promouvoir, justifier. Chaque décision est scrutée. Il commence à douter. Est-ce encore de la danse ou juste de la politique? Il se sent piégé. La scène, autrefois son refuge, devient un devoir. Il danse par habitude, par fierté, mais plus par passion. Les applaudissements sonnent creux. Sa santé mentale vacille. Il développe une anxiété chronique, des insomnies. Il se réfugie dans l'alcool, les fêtes. Il fréquente les milieux artistiques parisiens, les nuits blanches. Il vit à 100 à l'heure pour ne pas penser. Mais le vide grandit. Il n'a plus de mentor pour le guider, plus de Bosoni pour le recentrer. Il est seul, vraiment seul. Les médias commencent à parler de lui différemment. On le dit arrogant, ingérable. On critique ses choix artistiques. On remet en question son leadership. Il répond, s'emporte, regrette. Il veut prouver qu'il a raison, qu'il peut changer les choses. Mais plus il pousse, plus on résiste. L'opéra est un monde fermé, et il en paie le prix. La chute administrative et le licenciement controversé. En 1995, Patrick dit stop. Il démissionne de son poste de directeur. 2 ans plus tard, en 1997, survient le coup qui allait le briser, l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire du ballet français. Patrick accepte une invitation pour faire partie du jury du Festival de Cannes, un honneur rare, une reconnaissance nationale. Il croit que son absence est validée par l'opéra. La direction conteste. 3 jours d'absence aux répétitions deviennent une faute impardonnable. La sanction, un renvoi immédiat. Je méritais un blâme, pas un exil, dira-t-il avec amertume. Il ne s'agit plus d'être remplacé, il s'agit d'être effacé. Il attaque l'opéra au prud'homme. Il perd en première instance, mais Patrick ne lâche rien. Finalement, la Cour de cassation reconnaît que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Juridiquement, il a gagné, mais le coup émotionnel est irréversible. Ils ne m'ont pas seulement retiré mon titre, confiera-t-il aux Parisiens en 2005. Ils m'ont arraché mon identité. Les retombées sont dévastatrices. Scandale public, silence de ses anciens collègues, perte de sens. Il n'est plus étoile, plus directeur, plus indispensable. J'avais été tout, dira-t-il. Et soudain, je n'étais plus rien. Ce licenciement n'est pas qu'une formalité administrative. C'est une humiliation publique, une exécution symbolique. Les médias se déchaînent. Le Figaro parle de « fin tragique d'un prodige », libération des autodestructions. Les réseaux de l'époque Forum, lettres de lecteurs, regorgent de jugements. Certains le défendent, d'autres le crucifient. Il reçoit des lettres d'insultes, des menaces. Il est blacklisté dans le milieu. Les théâtres hésitent à l'inviter. Il devient un paria. Il tente de rebondir. Il crée une compagnie indépendante, Dupont Danse, mais les financements manquent. Il donne des masterclass à l'étranger, mais la France le boude. Il se sent trahi par l'institution qu'il a servi corps et âme. Il commence à parler ouvertement de la rigidité du système, de la jalousie, de la politique. Ses interviews deviennent des pamphlets. Il accuse l'opéra de conservatisme, de népotisme.
Il nomme des noms. Il brûle des ponts. En parallèle, sa santé physique décline. Les années de sous-menage rattrapent. Il subit plusieurs opérations. Genoux, dos, cheville. Il marche avec une canne par moment. Il prend des antidépresseurs, des somnifères. Il boit plus. Il fume plus. Il est en chute libre, mais refuse de l'admettre. Il danse encore dans des galas mineurs, des festivals régionaux. Il force son corps, ignore la douleur. Il veut prouver qu'il est toujours là. Mais le public est clairsemé. Les applaudissements sont polis, pas enflammés. Il commence à enseigner. Il transmet son savoir à des jeunes, mais avec amertume. Il leur parle de technique, mais aussi de trahison. Ne faites jamais confiance à l'institution, dit-il. Elle vous élève pour mieux vous jeter. Ses élèves l'admirent, mais sentent sa colère. Il est dur, exigeant, parfois injuste. Il projette sa frustration. Il veut qu'il souffre comme il a souffert. Il veut qu'il soit prêt. Cette période est aussi marquée par une introspection forcée. Il lit, écrit, voyage. Il va en Inde, au Japon, à la recherche de sens. Il découvre la méditation, le yoga. Il tente de se reconstruire. Mais la danse le hante. Il rêve de scène, de lumière, de musique. Il se réveille en sueur, les muscles tendus. Il est prisonnier de son passé. Le crash qui a failli tout arrêter. En janvier 2000, la vie de Patrick Dupont a failli s'arrêter sur un tronçon d'autoroute entre Le Havre et Paris. Il revenait d'une mission de bénévolat sur l'île de Ré où il avait passé 2 semaines à nettoyer les plages souillées par la marée noire de l'Erika, sauvant des oiseaux englués dans le mazout. On a sauvé plus de 3000 oiseaux, se souviendra-t-il plus tard. Mais au final, c'est moi qui ai perdu mes ailes. Seul au volant, épuisé, le corps déjà meurtri par des années de travail acharné, Patrick perd connaissance. La voiture quitte la route à grande vitesse et percute violemment une barrière. L'état de l'épave est tel que les secours ont du mal à identifier le conducteur. Lorsqu'ils extraient Patrick de la carcasse métallique, c'est un miracle qu'il respire encore. La liste des blessures est vertigineuse. 134 fractures réparties sur tout le corps, bassin, côte, colonne vertébrale, clavicule, crâne. Une main presque arrachée. Les chirurgiens poseront 3 vertèbres artificielles. L'instrument le plus admiré du ballet français est pulvérisé. Le pronostic est sombre. Les médecins redoutent des lésions irréversibles à la moelle épinière. Un rapport médical contient un mot terrible, paraplégie. Pour un homme dont l'identité repose sur le mouvement, c'est une condamnation à mort prononcée avec froideur clinique. Mais Patrick refuse de céder. Le jour où ils ont amené le fauteuil roulant, j'ai dit aux infirmières de le remporter, confiera-t-il dans une interview à Europe 1 en 2019. Je me suis levé. J'ai traversé la pièce jusqu'à la machine à café. Je me fichais que ce soit de la folie ou de l'orgueil. Je ne vivrai pas assis. Ce qui suit n'est pas un retour, c'est une résurrection. La douleur physique est atroce. Réapprendre à marcher, à tenir en équilibre, à lever les bras, c'est une nouvelle naissance dans le feu. Les médecins doutent, les amis s'inquiètent pour sa santé mentale, mais une personne ne doute jamais. Max Bosoni, le mentor qu'il avait découvert enfant, revient à ses côtés. Ensemble, ils reconstruisent son corps. À plier à la fois, c'est un calvaire. Patrick pleure dans le studio, crie de frustration, mais centimètre par centimètre, il remonte. « J'ai toujours su que je danserais de nouveau », dit-il. Même si le mouvement changeait, même si la douleur restait, mon corps était brisé, mais mon esprit non. Pourtant, les blessures ne sont pas seulement physiques. Patrick a été placé sous morphine pour gérer la douleur. Quand les ordonnances s'arrêtent, le besoin reste. Il se tourne vers l'alcool pour combler le vide laissé par les applaudissements, la reconnaissance, le sens. C'est un gouffre et il y chute. Entre 2001 et 2004, il est arrêté 2 fois pour conduite en état d'ivresse. La 2e fois, il est condamné à 8 mois de prison, dont 6 avec sursis. Les gros titres sont cruels. La presse tourne autour de lui comme des vautours. Le grand étoile est devenu un exemple à ne pas suivre. J'étais brisé dans tous les sens du terme, avouera-t-il plus tard. Physiquement, émotionnellement, spirituellement, j'avais perdu ma place dans le monde. Il vit dans un petit appartement, isolé, paranoïaque. Il refuse les visites, répond à peine au téléphone. Il regarde ses anciennes vidéos, pleure. Il se hait. Il se demande s'il a tout gâché. Mais quelque chose en lui refuse de mourir. Il commence à écrire un journal. Il note ses douleurs, ses rêves, ses regrets. Il appelle ça le corps en miettes. Il n'a pas l'intention de le publier. C'est une thérapie. Il y parle de la danse, de la trahison, de la mort.
Il y parle de Dieu, qui n'a jamais cru en avoir besoin. Il y parle d'amour, qui n'a jamais su garder. La rédemption par l'amour et la création. En 2004, alors que sa vie porte encore les marques visibles de l'addiction, de l'exil et des traumatismes physiques, Patrick reçoit une proposition en apparence modeste. Une chorégraphe nommée Leila da Rocha l'invite à animer un atelier dans son école de danse à Soissons, une ville tranquille du nord de la France. À cette époque, Patrick vit dans une quasi-obscurité, replié sur lui-même après des années de scandales médiatiques et d'effondrement personnel. Il n'a aucune intention de revenir sous les projecteurs, encore moins de tomber amoureux. Mais dès leur première rencontre, quelque chose change. Leila n'est comme personne qu'il ait connue. Ancienne basketteuse de haut niveau devenue chorégraphe spécialisée en danse sacrée orientale, elle allie une intensité physique à une profondeur spirituelle qui le désarme. La rencontre devait durer 30 minutes, racontera Patrick à Paris Match. À 3 heures du matin, on n'arrivait toujours pas à se dire au revoir. Elle voit au-delà de l'artiste. Elle voit l'homme cabossé, brillant et secrètement en train de sombrer. C'était un être brisé, dira-t-elle plus tard, évidé par la tristesse, abandonné par le monde qu'il avait autrefois dominé. Pour Patrick, ce n'est pas juste une attirance, c'est une résurrection. J'étais en train de mourir, dira-t-il sans métaphore. Elle m'a ramené à la vie. Dès lors, ils deviennent inséparables. Patrick commence à passer de plus en plus de temps à Soissons, s'intégrant peu à peu au rythme de l'école. Les élèves qu'il avait vus briller à la télévision découvrent désormais l'homme et le voient sourire à nouveau. Les ateliers deviennent des collaborations. Les collaborations deviennent des créations. Ensemble, Patrick et Leila conçoivent Fusion, une production scénique audacieuse mêlant le ballet occidental aux traditions spirituelles de la danse orientale, leur réponse à un monde qui a voulu les enfermer dans des cases. Une œuvre qui refuse toute étiquette. Présentée en 2008, Fusion est à la fois une déclaration artistique et une victoire personnelle. Le retour triomphal de Patrick sur scène non comme l'étoile brisée d'hier, mais comme un artiste réinventé porteur d'une nouvelle mission. Et leur partenariat ne s'arrête pas là. En 2017, le couple inaugure une école de danse internationale à Bordeaux. Un lieu conçu pour faire le lien entre institutions classiques et mouvements contemporains aux influences multiples. Leur objectif est ambitieux, offrir aux jeunes danseurs les moyens d'exister non seulement dans la tradition mais aussi au-delà. On veut les préparer à un monde qui n'a pas peur de mêler les styles, les âmes et les histoires, explique Patrick. En public, il rayonne. Je me réveille chaque jour, confiera-t-il au Figaro avec la certitude absolue que Leila est la femme de ma vie. J'ai dû traverser l'enfer pour être digne de son amour. Ils voyagent ensemble, créent ensemble, vivent ensemble. Ils adoptent un chien, rénovent une maison. Ils parlent d'enfants, mais n'en auront pas. Leur famille, c'est l'école, les élèves, la danse. Mais avec cette nouvelle clarté viendra la controverse. Dans plusieurs interviews, Patrick commence à parler ouvertement de son passé. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre ce qu'il a à dire. Il évoque ses anciennes relations avec des hommes, y compris des relations longues qu'il qualifie de fautes et de parodies de l'amour. Il affirme que pour lui, l'homosexualité avait été une forme d'illusion, une manière de fuir l'intimité véritable née d'un isolement affectif et de la discipline écrasante du ballet. Ce n'était pas réel, dit-il. C'était une façon d'éviter d'aimer vraiment. La réaction est immédiate. Des associations LGBTQ+ condamnent ces propos, craignant qu'ils renforcent des stéréotypes nocifs, surtout auprès des jeunes en pleine construction de leur identité. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains l'accusent d'homophobie intériorisée, d'autres qualifient ses paroles d'irresponsables. Mais Patrick maintient sa position. « Je ne parle que de mon propre chemin », précise-t-il, « pas de celui des autres. C'est ma vérité, mon expérience, rien de plus. » Et vous, que retenez-vous de Patrick ? Ses défis aux lois de la gravité, son franc-parler, cette manière qu'il avait de toujours revenir, peu importe à quel point il était tombé, dites-le nous en commentaire. Et si son histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, partagez cette vidéo et faites en sorte que son étoile continue de briller non seulement comme légende du ballet, mais comme l'homme qui a refusé d'arrêter de danser, même quand la musique s'était tue.